Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pourquoi l'hypersensibilité fait-elle souffrir? Je m'appelle Anita Rossier, je suis hypnothérapeute et avant ça, j'ai fait une formation d'ingénieur en sciences appliquées. Voilà, si je peux me présenter en quelques mots, c'est au cours notamment de ma formation professionnelle et à la suite de cette formation-là que je me suis aperçue que j'étais quelqu'un de différent, plus ou moins consciemment. Ça a pris du temps pour vraiment faire son chemin dans mon esprit. Euh, Pas mal de souffrance quand même dans le milieu professionnel. C'est la raison pour laquelle j'avais démarré un long chemin de développement personnel qui m'a conduite ensuite à déjà réaliser que j'étais une personne hypersensible, aussi une passionnée notamment de l'esprit humain, et ce qui a donné suite à ma vocation de thérapeute, notamment en hypnose, que je trouve vraiment passionnante, et en d'autres techniques. Vous pouvez trouver plus d'informations sur moi et sur mon parcours sur mon site internet www.meditation-hypnose.ch. Alors, je vous parlais plutôt de mon parcours de développement personnel, notamment en 10 ans de psychanalyse, euh, de multiples thérapies, des dizaines et des dizaines de lectures dans diverses sphères d'information, autant scientifiques qu'ésotériques, que du coaching, développement personnel, etc. Tout ça pour réaliser après ce long chemin euh, que j'étais née hypersensible et que je n'avais pas attrapé ça suite à diverses blessures de l'enfance. Je me souviens vraiment de ce moment-là où j'ai réalisé ça. C'était en lisant l'ouvrage Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Il y a un moment donné où j'ai pris conscience de cela. Et ça a été à la fois le début d'une grande aventure magnifique d'acceptation de mon hypersensibilité, mais aussi le moment où j'ai dû faire le deuil, que jamais je serai comme tout le monde, et que même si je continuais à passer énormément de temps et d'énergie à soigner toutes mes blessures, eh bien je ne serai jamais comme tout le monde. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose dont je suis plutôt heureuse. Jamais je voudrais maintenant pouvoir prendre une pastille puis devenir neurotypique, évidemment, mais ça a quand même été un chemin assez long, assez difficile. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce parcours-là, il y a 2 vidéos sur ma chaîne que vous pouvez peut-être regarder si ce n'est pas encore fait. L'hypersensibilité du fardeau au cadeau et hypersensible et fier de l'être. Alors, je ne veux pas à chaque fois répéter tout sur l'hypersensibilité, ce que c'est, etc. Mais je vais simplement quand même répéter certains points de personnalité, on va dire, dans lesquels tous les hypersensibles se retrouvent. Alors, il y a déjà l'empathie, ça c'est le principal, on va dire, trait de caractère ou de personnalité, si je puis m'exprimer ainsi. Moi, j'estime que c'est une compétence psychique, c'est l'empathie. La capacité plus ou moins consciente à ressentir les émotions des autres et bien sûr aussi l'émotivité. Ça, c'est lié notamment aussi quand même au fonctionnement cerveau droit qui est plus émotif et plus global, on verra ça encore tout à l'heure. Cerveau droit veut aussi dire intuition, créativité, imagination, et c'est vraiment en se reconnectant à son intuition qu'une personne hypersensible peut apprendre à trouver un chemin de vie qui soit plus apaisé, qui soit plus heureux aussi. Parce que sinon, elle a tendance à partir dans son mental, à suranalyser, à surinterpréter, souvent faire tout un tas de projections, en ne réalisant pas que la personne en face d'elle n'a pas forcément le même mode de pensée qu'elle, et ça va créer tout un tas de malentendus, alors qu'en se fiant à son intuition, on a vraiment une meilleure guidance. Mais c'est vrai que ça prend du temps jusqu'à ce qu'on puisse faire confiance à son ressenti, surtout que la plupart du temps, une personne hypersensible qui, en tout cas, vit mal son hypersensibilité, a eu tendance à on va dire, à se défendre de ses émotions, de ses ressentis, à voir ça comme quelque chose de négatif parce qu'elle est souvent d'ailleurs surchargée. Alors c'est tout un chemin d'apprendre petit à petit à se réconcilier avec tout ça, à faire vraiment aussi communiquer cerveau gauche, cerveau droit pour pas avoir juste une émotion qui a aucun sens, mais vraiment comprendre d'où viennent ces messages-là. Et puis justement se reconnecter à son intuition, arriver un peu à faire confiance, par exemple, on a l'impression que c'est ça qu'il faut faire, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On a l'impression que c'est vers cette personne-là, ou cette formation-là, ou vers ce travail-là qu'il faut aller sans vraiment comprendre pourquoi. Et c'est pas si évident que ça d'y aller et de faire confiance à ça, surtout quand on est hypersensible et qu'on a peut-être eu comme mécanisme de défense une tendance à partir dans le contrôle. Alors,
Dans l'hypersensibilité, il y a aussi compris la douance, hein, ou les hauts potentiels, ou les zèbres, etc. Euh, Moi, je voudrais quand même dire que c'est en tout cas surtout une autre forme d'intelligence et qu'il y a certains types d'intelligence tels que l'intelligence par exemple existentielle, celle de s'interroger vraiment sur le sens de la vie qui sont vraiment très importantes chez les personnes hypersensibles. Souvent elles sont consciencieuses et ça peut malheureusement pour elles tourner vers le perfectionnisme, c'est-à-dire un besoin de performance et vraiment aussi le sentiment que si elles font pas tout à la perfection, que voilà, que tout le monde va s'apercevoir que ce sont des personnes qui sont pas suffisamment bien, etc. Derrière, il faut aussi comprendre qu'il y a souvent un manque d'estime de soi, qui est d'ailleurs aussi lié au fonctionnement cérébral, l'estime de soi, le sentiment d'être un jeu, d'être séparé des autres, et c'est plutôt au niveau où l'ego, mais dans le sens pas forcément péjoratif du terme, hein, c'est plutôt au niveau cerveau gauche, donc forcément un cerveau droit aura plus de mal à travailler, à avoir confiance en soi, à travailler sur l'estime de soi. Et justement ça, ce manque d'assurance, ce manque de confiance, ce sentiment aussi de ne pas vraiment comprendre les autres, de ne pas comprendre le monde, de ne pas comprendre comment ça fonctionne, les interactions sociales, etc., ça va des fois pousser certains hypersensibles à partir dans le contrôle. Donc un besoin quasi maladif de tout prévoir à l'avance, de tout analyser, de tout essayer de comprendre par le mental, alors que justement lui c'est plutôt un intuitif qui doit plutôt se connecter à son instinct. Donc ça crée pas mal de malentendus et de fausses interprétations du monde qui rendent aussi ce monde-là un peu menaçant, voire même carrément hostile parfois. Certaines personnes qui arrivent vraiment en état dépressif, vraiment, voilà, ayant totalement perdu l'estime d'elles-mêmes, l'appréhension d'être complètement inadéquate, de pas être à leur place, des extraterrestres, etc. C'est souvent des mots qui sont partagés en séance. Dans les côtés positifs, il y a aussi une grande détermination, mais ça peut tourner à l'obstination, donc aussi à un moment donné de ne pas arriver à renoncer quand on voit que c'est plus possible. Hein. Donc un petit peu une tendance à se frapper la tête contre une porte fermée qui ne veut pas s'ouvrir. La personne hypersensible adore aussi l'introspection, l'analyse sur elle-même, etc. Mais parfois à outrance. Donc je m'explique, elle a souvent tendance déjà à douter d'elle-même. Donc en général, quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, c'est toujours de sa faute. Elle arrive à quelque part, la personne va être peut-être de mauvaise humeur parce qu'elle a une mauvaise journée, elle a mal dormi, ou elle a des soucis de son côté avec son fils, son parent, etc. Mais l'hypersensible en face va être persuadé qu'il a dit quelque chose ou fait quelque chose ou pas dit quelque chose ou pas fait quelque chose voilà, qui a fait que la personne en face lui en veut, etc. Donc il va toujours, souvent, on va dire, en tout cas, avant d'avoir fait un travail de prise de conscience, il va souvent avoir le sentiment que c'est de sa faute et qu'il est responsable et sur-responsable de tout le temps. Et ça, c'est vraiment important d'arriver voilà, à réaliser qu'on n'a pas autant de pouvoir finalement sur le monde qui nous entoure. Ça fait aussi partie du besoin de contrôle. Hein. Si c'est de ma faute, la personne est de mauvaise humeur, ça veut dire que je peux réparer. Et sinon, finalement, si c'est pas de ma faute, j'ai aucun contrôle et je peux rien changer et je suis soumis un petit peu. Et ça, c'est difficile à accepter pour un hypersensible qui va avoir à chaque fois qu'il voilà, y a une petite tension, une disharmonie, il va avoir un ressenti aussi corporel qui est important. On verra tout à l'heure que comme tout le système nerveux est surefficient, donc on parle des cinq sens, on parle des émotions, on parle de la pensée, tout va plus vite. Au moment où il y a une disharmonie, il y a un conflit ou il y a quelque chose, il y a un ressentir corporel important. Et pour essayer de comprendre ce ressenti corporel, l'hypersensible va avoir tendance à tout suranalyser et à s'approprier un petit peu la responsabilité pour tenter, donc c'est une tentative vaine, mais voilà, qui fait illusion pendant un moment pour tenter de comprendre et de contrôler le monde. Donc voilà à quoi sert aussi le doute de soi. Donc pendant un moment donné, ça rend presque service, mais ça peut aller jusqu'à la suranxiété et c'est important d'arriver à trouver justement de la sécurité d'une autre façon, notamment dans l'intuition, notamment dans la méditation pleine conscience par exemple, qui apporte beaucoup de sécurité et de lâcher prise. Tout ça, hein, le besoin de contrôle, l'hyperémotivité, l'hyperempathie, etc., et aussi la surréflexion, parce que c'est souvent des personnes qui pensent beaucoup, qui analysent beaucoup. Voilà, à un moment donné, il va y avoir besoin pour la personne de se ressourcer, de limiter le nombre de stimuli. Ça peut pousser à un grand besoin de solitude.
ce que j'aperçois aussi en séance, c'est que parfois, pour pouvoir supporter un petit peu ce monde dans lequel elles se trouvent pas du tout, elles sont en complète insécurité, elles vont parfois développer une dépendance affective. Donc la nécessité d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. Il y a en général une personne ressource, ça peut être le conjoint, mais ça peut être aussi une autre personne. Et il y a une très très forte dépendance qui se met en place. Et là aussi, si la personne arrive à se connecter à sa propre sécurité intérieure, notamment par divers outils et aussi d'un recadrage, voilà, l'acceptation d'elles-mêmes, etc., l'acceptation de leurs émotions, elles peuvent petit à petit, voilà, trouver les ressources en elles plutôt que d'avoir besoin de cette personne ressource en permanence. Parce qu'évidemment, la dépendance affective est très anxiogène également, donc ça aussi, ça crée beaucoup d'anxiété. Ça pousse en plus parfois les personnes hypersensibles à rester dans des relations qui sont vraiment toxiques pour elles, parce que tout simplement, elles ne peuvent pas s'en libérer, parce qu'elles ne peuvent pas être seules. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi parfois souvent un problème. Le besoin de solitude peut aussi devenir un problème, hein, si je reviens un petit peu en arrière, parce que ça peut... Alors, parfois il y a la dépendance affective, parfois il y a l'isolement carrément. Donc, on va dire que quand c'est pas à l'équilibre, quand vraiment les stimuli physiques, émotionnels sont trop forts, que c'est impossible pour la personne de les gérer, elle va soit s'isoler, soit transférer toute cette insécurité sur une personne. Donc, dans les deux cas, c'est la variation d'un même thème, j'ai envie de dire. La bonne nouvelle, c'est que dans les deux cas, en trouvant sa propre sécurité intérieure, en trouvant ses propres ressources intérieures, on peut vraiment se libérer de ces schémas-là. Hein. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'avoir envie d'être seule. Je dis juste que quand c'est plus un choix, mais qu'on est obligé de s'isoler pour supporter, là, ça devient quand même problématique. Parce qu'au bout d'un moment, la personne est en vide affectif et ça aussi, c'est anxiogène. Donc neurobiologiquement, je donne plus de détails dans une autre vidéo qui s'appelle l'hypersensibilité du fardeau au cadeau, que vous trouvez aussi sur ma chaîne, mais juste en 2 mots. Donc l'hypersensibilité touche 10 à 20% de la population. Parmi ces 10 à 20%, il y a la douance. Donc les HP ou les très hauts quotients intellectuels, il y a les troubles du spectre autistique et il y a d'autres troubles tels que la dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Tout ça, j'ai envie de dire, c'est tous des fonctionnements cerveau droit qui ont tous cette perception du monde un peu différente, un petit peu utopique, on dirait, pour un neurotypique. Donc les neurotypiques, c'est les 80 autres % de la population qui fonctionne cerveau gauche. Donc on voit, par exemple, sur ce schéma, alors évidemment, c'est très symbolique, hein, mais le cerveau gauche, c'est une structure logique, séquentielle. Voilà, une chose en induit une autre, etc., avec des petits casiers bien structurés, etc. Et le cerveau droit, lui, c'est voilà, c'est les métaphores, c'est les associations d'idées, c'est la pensée en arborescence, c'est l'envie d'harmonie, d'être connecté au tout, etc. Donc on voit que les personnes qui fonctionnent préférentiellement cerveau droit, parce qu'être uniquement cerveau droit, c'est très pathologique, hein, c'est-à-dire on peut même plus distinguer les limites de son propre corps. Donc évidemment, c'est extrêmement rare les personnes qui fonctionnent uniquement cerveau droit. C'est pas du tout fonctionnel d'ailleurs. Idem pour cerveau gauche, ça devient très pathologique. Mais on va dire qu'un hypersensible fonctionne préférentiellement sur son cerveau droit. Et même dans l'hypersensibilité, il y a un continuum de sensibilité. Donc il y a des personnes qui vont pouvoir très bien vivre avec ça, qui pour elles, ça va vraiment être un atout, notamment dans les relations sociales. Ça dépend aussi un petit peu de comment on les a accompagnées à accepter leur sensibilité. Puis après, quand ça touche à l'extrême et qu'il y a voilà, et qu'on part dans vraiment des personnes qui sont hyper stimulées tout le temps, ça peut vraiment devenir problématique et difficile à vivre. Alors, il y a déjà le fait que ce soit un fonctionnement cerveau droit, mais il y a aussi plus de connexions neuronales, ce qui explique que la pensée aussi va beaucoup plus vite. Et puis aussi, on a vu dans certaines zones du cerveau des différences, notamment plus de neurones miroirs, qui expliquent la grande empathie. Une zone à celui-là aussi qui est plus développée. Donc ça explique pourquoi ces personnes-là ont la difficulté aussi à différencier quelles sont leurs propres émotions des émotions des autres, etc. Encore une fois, je ne veux pas revenir sur tous les détails d'explications neurologiques et de ce que ça engendre au niveau de la vision du monde, parce que je l'ai déjà présenté sur de précédentes vidéos que je vous invite
à aller voir soit sur mon site internet www.meditation-hypnose.ch, soit sur ma chaîne YouTube. Voilà. J'aimerais revenir un petit peu sur nos atouts parce que voilà, j'aimerais quand même pouvoir aussi une nouvelle fois passer ce message que d'être sensible, c'est magnifique, hein, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une très très belle expression de notre humanité. Et il y a vraiment d'immenses atouts qu'il faut apprendre à cultiver, qu'il faut apprendre aussi à mettre en avant et à voir pour, pour, pour cultiver l'estime de soi et pour sortir de cette idée que voilà, c'est horrible d'être sensible parce que voilà, le monde est hostile, etc. Pour vraiment pouvoir changer sa vision du monde par rapport à ça et sa vision de soi-même. Donc nos principaux atouts, c'est l'intuition, hein, ça c'est clair. Que vous le sachiez ou non, vous êtes des êtres très intuitifs et c'est important de cultiver ça, d'apprendre à faire confiance à ça parce que c'est vraiment ça votre meilleur guide et pas du tout cette voix dans votre tête qui cherche à tout suranalyser, à être responsable de tout et à tout contrôler. Ça c'est clair. Si vous êtes anxieux, c'est que vous cherchez à trop contrôler. Ça c'est vraiment très paradoxal parce que l'hypersensible croit que c'est en contrôlant qu'il va diminuer son anxiété alors que c'est justement le contrôle qui génère l'anxiété, qui fait qu'il va chercher à plus contrôler, que ça va générer plus d'anxiété et c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, ça c'est vraiment une croyance à changer et petit à petit retrouver accès à ses sensations corporelles, à son intuition, à ses émotions, etc. Une autre magnifique qualité des personnes hypersensibles, c'est l'empathie. Alors bien sûr, l'empathie mal gérée, quand on arrive dans une pièce et on est envahi par les émotions de tout le monde sans plus savoir faire la différence entre soi et les autres, là c'est problématique. Mais encore une fois, l'empathie c'est un don psychique qu'on peut apprendre à utiliser à bon escient pour le bien de soi et des autres. De grandes valeurs humanistes, notamment le besoin d'harmonie, le besoin de partage, voilà, le soin des autres, etc. Une intelligence différente et novatrice, beaucoup de gentillesse et encore bien d'autres qualités. Évidemment, il y a des faiblesses, hein, je le disais déjà, on peut travailler sur ces faiblesses, tout à fait, c'est pas une fatalité, mais en général, on voit un manque d'estime de soi, de confiance en soi et d'assurance. Ça peut même aller jusqu'à une grande timidité, un isolement social, une anxiété sociale. Dans ces grandes valeurs dont je parlais tout à l'heure, dans les atouts, il y a l'envie de bien faire, l'envie de mettre vraiment de la conscience dans chaque action, de faire les choses bien, etc., de donner le meilleur de soi, mais parfois ça tourne au perfectionnisme qui devient très culpabilisant, qui devient très pénible et très contrôlant, et ça, c'est vrai que ça peut devenir une faiblesse. La rumination mentale aussi, ça c'est lié au besoin de contrôle. Donc voilà, il y a un événement qui se passe, qui va être pour un neurotypique anodin, il aura peut-être même pas pris garde, ou en tout cas oublié dans la seconde, et nous on va réussir à angoisser avec ça pendant 2 jours, en se demandant mais pourquoi j'ai dit ça, j'aurais pas dû dire ça, puis ci, puis ça, puis il a sûrement dû se dire ça, puis quand celui-ci a dit ça, je suis sûre, c'est parce qu'avant ils avaient etc., etc., et ça tourne en rond, c'est vraiment, moi j'ai cette image du hamster là qui tourne dans sa roue, c'est extrêmement fatigant, c'est très anxiogène. Donc ça, vraiment, encore une fois, en commençant à changer de mode de pensée, en sortant de l'idée que c'est dans l'hyper-contrôle qu'on trouve la sécurité, puis en réalisant que c'est dans le corps, dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de ce qui est ici et maintenant, c'est comme ça qu'on sort de cette rumination mentale. On ne peut pas limiter la rumination mentale en ajoutant des pensées du type je devrais pas ruminer, du type je devrais arrêter de penser, du type je devrais pas me faire du souci, je devrais pas... Parce que tout ça c'est plus de pensées, encore plus de pensées, de culpabilité, voilà. Et c'est jamais que des conflits de pensées. On arrête la rumination mentale en posant son attention sur le ressenti. Voilà. Il faut dévier l'attention des pensées, tout simplement. On dirait tout simplement, bon, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Il y a vraiment des exercices aussi qui permettent de bypasser le mental, notamment en hypnose, en méditation pleine conscience, etc. Ça demande un peu d'exercice cérébral parce que c'est vrai que le cerveau c'est un peu comme un muscle, hein, on l'entraîne. Donc si on a été stressé et anxieux pendant des années, il y a plein de connexions neuronales et plein d'automatismes en place qui poussent à cette rumination, mais c'est quand même possible de petit à petit d'apprendre à s'apaiser. Vraiment c'est possible. Voilà, la culpabilisation, la dramatisation, voilà, cette tendance à faire un... Voilà, c'est lié à la rumination, hein, tout ça c'est lié à la surresponsabilisation aussi, c'est lié. C'est lié au besoin de contrôle. Parce que si c'est moi qui contrôle, ça veut dire, je comprends, ça veut dire, ça me donne de la sécurité, parce que j'ai compris, ça veut dire, je pourrais faire quelque chose pour arranger.
Alors que si on doit accepter que chaque personne pense de la façon dont elle pense, que c'est sa liberté, que peut-être il y a tout un tas de choses qui expliquent que, voilà, il y a une disharmonie à un moment donné, alors là, moi je comprends plus rien, je contrôle plus rien et ça devient anxiogène. Donc je préfère encore être responsable de tout, au moins j'ai une illusion de contrôle. Mais j'ai envie de dire, ça encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que comme je suis responsable de tout, ça génère la culpabilisation qui génère de la dramatisation, qui génère de la rumination mentale, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment possible à un moment donné de changer de mode de pensée, même si évidemment on ne fait pas ça d'un jour à l'autre. Encore une fois, ça passe beaucoup par des transformations émotionnelles et par de la méditation et par de cesser de penser. Hein. Donc toujours vouloir tout analyser, faire des prises de conscience sur pourquoi est-ce qu'on rumine, ça aide pas forcément. Moi, l'expérience que j'ai en ayant fait 10 ans de psychanalyse, c'est que ça m'a apporté plus de rumination mentale, plus d'intellectualisation et plus de culpabilisation. Moi, personnellement, ce qui m'a aidé, ce qui m'a sorti de cet engrenage, c'est d'arrêter de réfléchir à tout et d'apprendre à laisser les choses se faire au rythme, apprendre à faire confiance à la vie et puis apprendre un petit peu que, voilà, acquérir petit à petit la confiance dans l'expérience que tout n'est pas toujours aussi grave que percevoir simplement de rien faire, de laisser les choses aller, tout s'arrange tout seul. Voilà. Encore une fois, c'est vite dit, je suis bien d'accord, mais c'est juste pour vous expliquer le chemin. Voilà. Après, il y a divers outils quand même qui peuvent aider, et puis c'est à force d'exercice, d'entraînement du cerveau, encore une fois. Là, j'aimerais aussi dire, dans beaucoup de messages que j'ai reçus depuis que j'ai commencé à poster ces vidéos en ligne, il y a eu beaucoup de remerciements et vraiment à ceux qui m'ont envoyé des messages, je voudrais vous dire à quel point je suis reconnaissante. Ça me fait vraiment du bien de voir que, voilà, que vous avez écouté ces vidéos, que ça a pu apporter à un moment donné un espace de paix pour vous, de compréhension, et que ça vous a peut-être ouvert des portes ou des clés, donné des clés sur votre chemin. Et puis pour tous les autres qui sont encore pris dans la souffrance, j'aimerais juste vous dire, c'est pas la sensibilité qui fait souffrir. La sensibilité, c'est un magnifique cadeau, c'est vraiment une très très belle part de votre humanité. Ce qui fait souffrir, c'est pas ça, c'est la résistance à la sensibilité. Vous me direz, c'est vite dit, elle me comprend pas, elle sait pas ce que je vis, quand même c'est pas si facile quand on a vécu ça dans son enfance. Alors c'est pas vrai. Je comprends très bien parce que figurez-vous que je suis passée par là. Et c'est justement parce que j'ai fait l'expérience que ma sensibilité pouvait devenir mon meilleur atout que je vous dis aujourd'hui, c'est pas votre sensibilité qui fait souffrir. Votre sensibilité, elle peut vraiment devenir pour vous, encore une fois, un atout majeur pour vous apprendre par l'intuition à mieux vous guider dans ce monde, à mieux trouver votre chemin, à mieux trouver votre voie, à mieux savoir où investir votre énergie, à mieux savoir dans quelles relations s'investir, etc. Vraiment, vraiment devenir heureux. Il s'avère d'ailleurs qu'ils ont fait des comment on appelle ça, des sondages, et à la fin de leur vie, les personnes qui disent qu'elles ont vraiment, vraiment été contentes de leur vie, qu'elles ont été heureuses, etc., c'est en général des personnes hypersensibles. Parce que voilà, l'hypersensibilité, ça donne aussi un besoin de sens, ça donne aussi une capacité à goûter à la vie, à goûter aux choses simples de la vie, à s'extasier devant une pâquerette, etc. Je le répète encore et encore, mais vraiment, c'est pas du tout ça qui vous fait souffrir. Ce qui vous fait souffrir, c'est de croire que la sensation physique que vous ressentez au moment où vous êtes dans la sécurité, c'est dangereux. Voilà. Et c'est le fait de ne pas arriver à gérer cette sensation physique de mal-être qui fait que vous avez ce besoin de contrôle, qui fait que vous partez dans la rumination, qui fait que vous faites de l'anxiété, qui fait que ça vous fait souffrir. Mais ce n'est pas la sensibilité à la base. Encore une fois, je ne souffre pas si je suis sensible, mais si je refuse ma sensibilité. Voilà, si je pars du principe que je ne devrais pas être sensible, si je pars du principe que mes émotions, soit je ne devrais pas les ressentir, soit je ne ressens pas les bonnes. Voilà, si je refuse de cesser de tout vouloir contrôler, de tout pouvoir anticiper, et si je refuse d'avoir des difficultés. C'est dans ces cas-là que je souffre. Voilà. La plupart des hypersensibles ont des émotions fortes, on est d'accord, c'est lié à l'hypersensibilité. Et comme c'est fort, elles se disent je devrais pas, j'ose pas dire, je sais pas comment dire, je sais pas quoi faire avec, je me sens surpassée, je me sens dépassée. Et du coup, au lieu d'écouter ces messages qui viennent et qui viennent encore, elles essaient de les refouler, elles essaient de faire comme si, d'ailleurs, elles étaient par exemple neurotypiques. Du coup, ces émotions-là, elles disparaissent pas, elles se cristallisent dans le corps. Et à un moment donné, voilà, le corps ne peut plus contenir et il y a une explosion émotionnelle. Alors la personne croit que, par exemple, elle ne devrait pas être en colère. Mais c'est pas qu'elle ne devrait pas. Peut-être, on va dire, dans ce moment-là, comme ça fait longtemps qu'elle a étouffé cette colère, elle est sortie de façon disproportionnée.
Mais la colère avait une raison d'être là, vraiment. C'est en essayant de comprendre et en accueillant ces émotions petit à petit quand elles viennent, en écoutant vraiment le message qu'elles ont apporté, même si c'est pas toujours ce que j'ai envie d'entendre, même si ça me demande parfois de mettre en place des actions qui me font sortir de ma zone de confort, qui nécessitent que je m'affirme, qui nécessitent que je me positionne, qui nécessitent que j'assume d'être différent, d'avoir d'autres besoins, etc., qui nécessitent d'accepter que j'ai des difficultés. Et ça, il n'y a pas que les hypersensibles qui ont des difficultés. Tout le monde a des difficultés à faire certaines choses. Donc voilà, chaque fois que je refuse quelque chose qui est ici et maintenant, je fais du déni et ça me fait souffrir. Comme voilà, je fais du refus, je pars dans ce qu'on appelle un état dissociatif qui génère forcément de l'anxiété. Parce que, encore une fois, je suis coupée du corps, je pars dans l'hypermentalisation, c'est des analyses, des questions de rumination, etc. Et ça, c'est hyper anxiogène et ça met vraiment, vraiment dans l'inconfort. C'est juste un schéma. Alors, encore une fois, hein, c'est pas forcément preuve scientifique à l'appui, tout à fait répétable, etc. Mais ça permet de comprendre. On voit ici au centre le bonheur. Voilà. On voit l'énergie qui est vraiment présente dans le corps tout entier. Au niveau des pieds, on a un bon ancrage, on a une bonne énergie ici. On a une grande énergie au niveau du cœur, du chakra du cœur, donc un bon équilibre énergétique. Et puis aussi, évidemment, ça se ressent quand même dans la tête. On est bien d'accord au niveau du mental, mais voilà, les deux fonctionnent en parallèle. Donc j'ai ma tête qui est reliée à mon cœur et j'ai l'énergie qui circule bien dans mon corps tout entier. On voit ici la tristesse. Voilà, il n'y a plus d'énergie dans les jambes, j'ai perdu tout ancrage, je suis vraiment... Et je ne suis pas en train de dire que la tristesse est mauvaise, hein, mais je suis juste en train de dire que c'est un passage peut-être nécessaire, mais que lorsqu'on est heureux, c'est quand l'énergie circule dans le corps tout entier. Et voilà, là c'est l'anxiété, j'ai toute l'énergie dans le ventre au niveau surtout du plexus solaire, qui est souvent bloqué là d'ailleurs, l'énergie. Il n'y a rien dans les jambes, pas d'ancrage, il n'y a rien dans les bras, donc je ne peux ni prendre une action, ni avancer, je suis juste prise par l'anxiété. Et l'idée c'est d'arriver à faire recirculer cette énergie dans le corps tout entier pour revenir dans un état de bonheur. Voilà, bon, c'est un peu vite dit, c'est facile à dire, vous me direz, mais c'est quand même ça l'idée. Finalement, c'est assez simple. Sortir de ses pensées, sortir de la rumination mentale pour revenir dans le corps et rééquilibrer l'énergie dans tout le corps en portant encore une fois son attention sur ses sensations corporelles. Voilà, l'anxiété, le bonheur, on voit bien la différence entre les deux. Et aussi, je souffre si j'ignore que tout le monde ne pense pas pareil. Être hypersensible, ça veut dire que j'ai une perception du monde qui est différente. Ça veut dire que je suis en minorité par rapport à cette façon de voir le monde, même s'il semblerait qu'on soit en augmentation, que de plus en plus de monde voit ça comme ça, éveille la conscience, etc. Pour l'instant, les gens qui sont portés vers le soin des autres, vers l'amour inconditionnel, le besoin de dormir, etc., on n'est quand même pas encore en majorité. Ça veut dire que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que moi, tout le monde pense comme moi, pense pas comme moi, même entre hypersensibles d'ailleurs. Hein. Il y a des différences et voilà, si je ne prends pas conscience que chacun a sa propre façon de penser et que c'est finalement aussi sa liberté, que plutôt que de prendre personnellement les choses, je devrais essayer de comprendre quel est le point de vue de l'autre, il y a déjà beaucoup de souffrance qui s'en va. Puis aussi quand même de réaliser que tout le monde n'est pas gentil et que ma foi, ça, vous ne pourrez pas changer le monde ici maintenant. Voilà. Parfois les hypersensibles me disent mais je comprends pas, on peut pas mentir, on peut pas faire ça, mais qui c'est qui pourrait faire ça? Il y a des gens qui peuvent faire ça. Et le fait de refuser ça, de refuser cette partie-là du monde, c'est générer vraiment de la souffrance. Alors, je ne dis pas que c'est facile à accepter, il y a un deuil à faire, un deuil qu'on ne vit pas dans ce monde des bisounours dans lequel les hypersensibles voudraient vivre, mais vraiment, je pense que paradoxalement, ça fait partie du chemin vers plus de paix. C'est-à-dire faire la paix avec le monde tel qu'il est pour cesser de lutter contre ce qui est en permanence. Aussi, souvent, les hypersensibles ignorent, ou en tout cas tiennent pas compte qu'elles ont des besoins particuliers. Donc voilà, comme il y a beaucoup de stimuli, notamment même au niveau des 5 sens, hein, c'est difficile pour un hypersensible de vivre dans un lieu bruyant, où il y a énormément d'odeurs, où il est tout le temps stimulé, dérangé, etc. Ça va, c'est clair à un moment donné, tous ces stimuli, comme il y a moins de filtres que chez les neurotypiques, les neurotypiques ont un filtre qui fait automatiquement qu'ils vont pouvoir percevoir uniquement le sens qui est intéressant pour eux. Ça se fait de façon dans l'inconscient, de façon automatique. Pour un hypersensible, il y a beaucoup moins ce filtre-là. Par exemple,
aller dans un restaurant où il y a de la musique forte, où il y a plein de gens qui parlent, etc., ça va être hyper fatigant pour lui. Ça va hyper stimuler son système nerveux qui va fatiguer et qui va forcément entrer dans l'irritabilité ou dans le besoin en tout cas de s'isoler. Donc le fait de ne pas comprendre ça, de ne pas réaliser ça, ça pousse ces personnes à s'en vouloir parce qu'elles n'arrivent pas à s'amuser dans les situations où tout le monde d'autres s'amuse, etc. Et du coup, elles s'en veulent, elles se croient inadéquates, elles se disent ah moi je suis trop bizarre, etc. Ça génère de la souffrance inutile parce que simplement tous les êtres humains sur cette terre ont des besoins un peu différents. Et de le savoir, ça permet de tenir compte de ces besoins et de plus se mettre dans des situations qui vont forcément être désagréables pour nous. Aussi, une personne hypersensible a énormément de peine à dire non, à dire je suis pas ok avec ça, à dire voilà, là, je sais pas, c'est pas ok pour moi de faire ça, c'est pas ok pour moi de dire ça. Du coup, elles se sentent un peu obligées de faire tout, et même ces choses qui sont pas bonnes pour elles, et aussi pour pas qu'on voit qu'elles sont bizarres, et pour pas qu'on voit qu'elles sont, etc. Et ça aussi c'est un problème, parce que quand on peut pas dire non, on peut jamais vraiment dire oui non plus, on a l'impression de devoir porter un masque, et ça alors, ça a un impact très négatif sur l'estime de soi. Quand on ne peut pas se respecter, quand on ne peut pas se positionner, quand on ne peut pas dire ce qu'on pense en toute liberté, c'est très, pour l'estime de soi, c'est très destructeur. Et j'ai aussi remarqué un truc, c'est que beaucoup d'hypersensibles croient que les autres devraient les respecter et que ça devrait aller de soi. Mais encore une fois, on ne pense pas tous de la même façon, on n'a pas tous le même système de valeurs. Donc c'est important de réaliser que quand quelqu'un dépasse vos limites et que visiblement il s'en est pas aperçu, c'est à vous de repositionner ça, c'est à vous de vous affirmer. Voilà, ça c'est vraiment une responsabilité que tout être humain sur cette terre a. Plutôt que de dire ouais mais quand même comment il a osé et puis voilà j'ai trop peur de lui dire parce qu'il va encore me... Non, c'est à vous de le dire. Voilà, c'est à vous de le dire, c'est à vous de lui faire comprendre et parfois c'est nécessaire d'utiliser un langage qui n'est pas forcément toujours gentil ou toujours dans l'harmonie. Mais voilà, c'est quand même à votre responsabilité de signifier à la personne qu'elle vous a manqué de respect, par exemple. Typiquement que c'est pas ok pour vous, que c'est... etc. Il y a aussi, voilà, quelque chose que je voulais mentionner, j'adore cette citation. L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sur d'eux et les gens sensés sont pleins de doutes. Un hypersensible qui a en face de lui quelqu'un qui a un peu de bagou, voilà, qui va affirmer quelque chose avec assurance, et voilà, eux ils vont se dire ah ouais, c'est moi qui ai tort, je suis trop bizarre, et ils vont forcément s'imaginer que c'est le problème, etc. Alors que pas du tout. C'est pas parce que quelqu'un a de l'assurance qu'il a raison. euh, et c'est pas parce que vous dites que vous avez tort. C'est aussi important de réaliser ça parce que sinon vous êtes tout le temps dans le questionnement, dans la rumination, vous comprenez pas, mais pourtant il a dit ça, mais voilà, il m'a dit que j'étais comme ci, que j'étais comme ça. Oui, il vous l'a dit, mais c'est son point de vue. Il n'a pas forcément raison, c'est juste... Voilà. Et ça m'a bien aidé, moi, de réaliser ça, que parfois, les gens qui affirment des choses avec extrêmement d'assurance, bon, ils affirment leur point de vue, ils sont peut-être eux-mêmes persuadés d'avoir raison, certainement d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, en tout cas pas pour vous. Et puis aussi, un hypersensible souvent cultive comme ça le fantasme que s'il était neurotypique tout serait facile, mais moi j'y crois pas trop. Je pense que ouais, on a tous un peu notre croix à porter, on a tous nos difficultés, et puis je suis pas forcément dans la tête des gens. Donc quand je fantasme sur tous les autres gens qui sont tous heureux dans leur couple, dans leur travail, etc., il n'y a que moi qui ai des problèmes, ça c'est certainement un truc que je me raconte. Et puis si les gens disent, parce que voilà, les gens racontent pas forcément leurs difficultés à tout le monde, hein, donc voilà, si je pouvais vraiment savoir ce qu'il y a dans le cœur de chacun, peut-être je m'apercevrais que, voilà, il y a d'autres personnes à part moi qui ont aussi des difficultés, donc voilà, de m'en rajouter en me disant que vous êtes la seule bizarre, la seule personne bizarre, la seule personne à la difficulté, ça sert à rien, quoi, franchement. De toute façon, se comparer à quelqu'un d'autre, c'est vraiment pas utile. Ok, j'ai envie de dire, je le disais dans une autre vidéo, à un moment donné, moins de pourquoi et plus de comment. C'est-à-dire, pourquoi c'est difficile, pourquoi j'arrive pas, pourquoi c'est... On s'en fout, de toute façon, probablement, il n'y a jamais de réponse à ça. Donc, j'ai cette difficulté, pour moi, ça, c'est plus difficile, je sens que ça génère chez moi du stress, et comment je fais pour dépasser ça? Voilà. On met son énergie là-dessus, on arrête de se demander pourquoi, de toute façon, c'est pourquoi, il n'y a jamais vraiment de réponse.
Alors ensuite, j'ai repris divers points principaux qui expliquent aussi pour moi en grande partie la souffrance. Et la première, c'est clair, c'est quand je suis manipulée par une personne ou plusieurs personnes. Je suis sous une emprise dont je ne peux pas sortir. Donc ça peut être dans un couple, ça peut être au travail, ça peut être avec un parent, etc. Ça, c'est vraiment pour moi la cause numéro 1 de souffrance. Ça peut aller même jusqu'au suicide, hein. C'est extrêmement destructeur, la manipulation. Et souvent, voilà, comme je disais, c'est dans la relation amoureuse. Donc, comment est-ce que je sors de là? C'est déjà en prenant conscience que je suis sous une emprise, mais que si je ne donne pas mon pouvoir à quelqu'un, il n'en a pas. Donc, sortir de l'idée que vous êtes victime pour toujours. Vous pouvez reprendre le pouvoir et vous pouvez apprendre à comprendre comment ça fonctionne et vous pouvez retrouver l'estime de vous qui fait que vous allez petit à petit, c'est vrai que c'est long, c'est vrai que c'est pas du tout facile, hein, on est bien d'accord, mais vous pouvez vraiment sortir de là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez inconsciemment donné votre pouvoir à quelqu'un. C'est possible consciemment de le reprendre, c'est vraiment possible, il y a un chemin. Et en amour aussi. Souvent, les personnes hypersensibles aiment profondément la personne avec qui elles sont entrées dans une relation de manipulation. C'est un triangle pervers dans lequel elles sont prises, hein, donc elles aussi participent finalement à ce type-là de relation. À la fin, on est tous pris dedans, on est tous dans le mélange, on est tous dans des rôles, et de comprendre ce que c'est vraiment que l'amour, de comprendre, voilà, que c'est d'abord s'aimer soi, c'est d'abord se respecter soi, et ensuite j'entre dans un lien qui est équilibré, qui m'apporte quelque chose, qui me rend plus fort, qui fait que je m'aime encore plus, qui me donne une bonne image de moi. Voilà, c'est ça l'amour. Tout le reste, c'est pas de l'amour, c'est de la souffrance, c'est de la dépendance, etc. Ça, c'est vraiment important. Des fois, les gens croient que parce qu'ils souffrent beaucoup, parce qu'ils ont des émotions fortes, parce qu'ils ont un manque énorme quand la personne n'est pas là, etc., ça veut dire qu'ils aiment beaucoup, mais c'est faux. Ça veut plutôt dire qu'ils sont beaucoup dans la dépendance. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, hein. Je dis pas que c'est soit l'un, soit l'autre. Je pense vraiment que les personnes dans la dépendance, il y a de l'amour aussi. Mais s'il y a vraiment que de l'amour, ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance. Parce que l'amour, c'est le contraire de la souffrance. En tout cas, le vrai amour, hein. Encore une fois, le respect d'abord. Il n'y a pas d'amour sans respect. Donc si la personne ne vous respecte pas, n'allez pas vous imaginer que voilà, vous êtes dans une relation et que saine et qu'au fond elle vous aime, elle se respecte, voilà, je sais pas quoi. Parce que des fois les hypersensibles sont capables de se raconter de ces histoires comme quoi ils vont la sauver, puis qu'ils sont un petit peu, voilà, c'est à cause de moi, etc. Ils se racontent de ces trucs. Et c'est finalement toujours de leur faute, et l'autre il y peut rien, parce que si, parce que ça, et puis ils essaient de comprendre. Mais tout ça, à un moment donné, quand on n'est pas respecté dans une relation, encore une fois, c'est notre responsabilité de nous faire respecter. Et ensuite, éventuellement, on pourra travailler à nouveau sur l'amour. Mais ne cherchez pas d'excuses à quelqu'un qui ne vous respecte pas. C'est pas d'ailleurs pas lui rendre service du tout à lui. Chaque personne a besoin de prendre conscience de ses actes. Donc si lui a envers vous des actes, que ce soit en parole, que ce soit qui vous manquent de respect, c'est important de lui dire pour vous, pour votre propre estime à vous et pour lui, pour qu'il puisse prendre conscience de ça. Souvent, l'hypersensible va dire ouais, mais j'ai peur que si je lui dis, après, je vais la perdre et tout. Mais de toute façon, si vous dites rien, vous n'êtes pas dans une vraie relation d'amour, de partage, parce que vous dites de toute façon pas ce que vous ressentez ni ce que vous pensez, etc. Vous êtes mal et ça va pas disparaître. Parce que souvent les hypersensibles croient que s'ils disent rien, ça va finir par passer, mais c'est faux. Encore une fois, ça crée plus de rumination, plus d'anxiété, et vous continuez à douter. Et la prochaine fois que ça arrive un truc un peu similaire, ça va rajouter de l'eau au moulin, etc. Vraiment, à un moment donné, il faut réaliser, voilà, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Donc la première chose, c'est qu'on apprenne à mettre du respect en place. Et une fois que le respect est là, on peut discuter d'aller plus loin. Et encore une fois, c'est votre responsabilité de vous faire respecter. Et si vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas respecté, de laquelle vous ne pouvez pas sortir, de laquelle vous n'arrivez pas à vous dépêtrer, vous ne pouvez pas dire, c'est pas entendu, etc., c'est que vous êtes dans une relation qui a une composante, en tout cas, qui est toxique. Voilà, je reparle de l'équilibre là parce que pour moi c'est vraiment la loi universelle par excellence, la loi de l'équilibre.
Et là, c'est juste schématique, hein, mais j'ai envie de dire que on a des cadeaux à offrir aux gens et en général, dans un équilibre, on reçoit en retour aussi des cadeaux. C'est pas forcément une question de valeur, c'est pas forcément le même cadeau, hein. Ça peut être une attention, ça peut être tout un tas de choses, mais voilà, il y a comme une boucle qui se met en place, c'est-à-dire qu'il y a donner et recevoir et on est à l'équilibre. Si on fait que de donner sans jamais recevoir, à un moment donné, c'est clair, ça crée pour la personne un déséquilibre. À la fois pour celle qui reçoit et à la fois pour celle qui donne. Et chez les deux, ça va créer une certaine forme de culpabilité ou de malaise ou voilà, de sentiment d'être utilisé, etc. Donc de toute façon, si vous donnez tout le temps, vous faites partie de la problématique parce que vous générez pour vous-même une situation où vous ne recevez pas suffisamment et où vous vous sentez utilisé. Mais si vous voulez cesser de vous sentir utilisé, arrêtez de vous laisser utiliser. Et à un moment donné, attendez que la boucle reprenne. Voilà. Est-ce que c'est utile de continuer de donner à quelqu'un qui visiblement vous rend pas parce que peut-être il n'a plus envie de recevoir, etc. Enfin bref, qu'est-ce qui vous dit que cette personne-là a encore envie d'être dans la relation avec vous? Donc, en général, voilà, ce qui va se passer pour un hypersensible, en tout cas quand il est dans une relation où il est manipulé, en tout cas où il est dans un système de type du type du triangle psychologique, là, des jeux psychologiques, victime, bourreau et sauveur. Donc il va offrir un cadeau, une attention, etc. Et en retour, il reçoit un cadeau empoisonné. Donc c'est juste une image. Hein. Par exemple, il reçoit rien, ou il reçoit des reproches, ou c'était pas assez bien, aussi ou ça. Donc là, voilà. En général, l'hypersensible se dit quoi? Il se dit, ah bah j'ai pas donné suffisamment, parce que si j'avais donné plus, il aurait vu, il m'aurait rendu, etc. Et il part du principe que le problème, c'est qu'il n'a pas assez donné, sinon il aurait reçu en retour un meilleur cadeau. Encore une fois, hein, le cadeau, c'est une image. Hein, ça peut être une attention, une parole, ou même de l'indifférence d'ailleurs. Et là, j'ai envie de dire, c'est là où le monde des bisounours devient notre meilleur ennemi, parce qu'on a tellement envie que cette relation-là corresponde à notre idéal qu'on oublie d'être attentif à ce qu'on reçoit en réalité. Et on essaye de se dire que si on reçoit quelque chose de mauvais ici, c'est de notre faute. Voilà. Encore une fois, pour garder le contrôle. Et que si on donne plus d'amour, et que si on apporte plus de compréhension, et que si, etc., on va alors à ce moment-là enfin recevoir ce qu'on attendait, la personne va enfin voir à quel point on est une belle personne, etc., et on est pris dans un truc, bon, encore une fois, dans cette illusion du monde des bisounours, qui nous tient enchaînés dans une espèce aussi de nouveau de tentative de contrôle qui est très très anxiogène. Alors que finalement, moi j'ai envie de dire, c'est bien de se laisser guider par son cœur, mais c'est important de continuer à réfléchir. Donc, à un moment donné, demandez-vous, si vous donnez à quelqu'un de l'attention, un cadeau, quel qu'il soit, un cadeau en argent, ou du temps, ou de l'attention, ou de l'amour, etc., un service, et qu'en retour vous recevez un cadeau empoisonné, demandez-vous, bon ben, où est vraiment le problème? Et dites-vous, c'est pas forcément vous, c'est peut-être la personne en face qui n'est pas capable soit de voir la beauté du cadeau que vous lui avez fait, soit de vous rendre, et qui n'est peut-être pas disposée, qui n'a peut-être pas envie, etc. Donc plutôt que de vous dire que vous n'avez pas donné assez, plutôt que de vous dire que voilà, on l'aime plus, on lui donne encore plus, on a plus de compréhension, il va finir par voir, quelle belle, etc. Et ce qui d'ailleurs détruit complètement votre estime de vous, voilà, remettez-vous à réfléchir. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi, j'avais vraiment envie d'être en lien avec cette personne, je me sentais vraiment attirée par elle, j'ai vraiment envie, voilà. Par contre, elle, quand moi je lui donne un cadeau, il n'y a pas de retour. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je prends un petit peu de recul et voilà. Est-ce qu'elle a besoin de plus de temps? Est-ce qu'elle a aussi envie d'être en relation avec moi? Est-ce qu'elle est prête? Elle peut voir? Est-ce qu'elle a la capacité d'être en relation, etc. Et puis, voilà, simplement laisser l'opportunité à la personne d'entrer dans une relation en équilibre avec vous voilà. Plutôt que de vous dire, si je ne reçois pas ce que je voulais, parce que souvent aussi c'est ce que vous vouliez par rapport à ce que vous aviez imaginé dans votre fantasme aussi qui était possible, si je ne reçois pas ce que moi je veux, tiens, qu'est-ce que la personne en face, elle a envie? Et un facteur très très important là pour remettre dans la santé dans les relations, c'est la cohérence.
parfois, ce cadeau empoisonné dont je parlais, c'est aussi des belles paroles non suivies par des actes, par exemple. Où la personne dit qu'elle va faire quelque chose, elle fait autre chose, ou elle dit qu'elle appellera, elle n'appelle pas, etc. Et c'est des fois le moyen qu'une personne voilà, qui est prise ici, dans une relation dans laquelle finalement elle n'est pas prête à entrer en relation avec vous, vous lui donnez plus et elle se sent peut-être encore plus inondée. Souvent, le moyen que cette personne-là, elle a de s'échapper, c'est de dire oui, oui, j'appellerai, oui, oui, et puis finalement, elle fait rien. Donc, voilà. Là, vraiment, s'il n'y a pas de cohérence entre les faits et les actes, c'est que quelque part, il y a un truc qui cloche. Alors là, pas nécessaire non plus de partir dans trop d'interprétations, mais simplement observer. Voilà. Il n'y a pas de cohérence, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ressens de l'insécurité, je ressens qu'il y a un déséquilibre. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on fait pour remettre de l'équilibre dans tout ça? Ça, je crois vraiment que il y a à un moment donné, il y a ce qu'on ressent, et à un moment donné, il y a ce qui est, et ce qu'on peut analyser de façon vraiment objective, en utilisant le ressenti, et, objectiver tout ça, prendre du recul et se fier à son intuition, et puis de laisser aussi un peu plus les choses se faire. Voilà. Je reprends Einstein parce que vraiment, moi, j'adore cet homme qui est extrêmement inspirant, je trouve, un génie remarquable, qui disait « L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Donc, on ne dit pas que l'esprit rationnel c'est un problème, mais on dit que c'est le serviteur de l'intuition. D'abord, voilà, on observe qu'est-ce que je ressens là. Tiens, quand je suis avec cette personne, j'ai l'impression de beaucoup donner et qu'en retour, voilà, j'ai pas suffisamment. Qu'est-ce que ça peut vraiment vouloir dire? Je suis pas dans la sécurité, je suis pas dans la paix, voilà, il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce que c'est? Et c'est partant du principe aussi que c'est pas toujours forcément de ma faute, c'est pas moi qui suis pas assez bien, c'est pas moi qui ai pas assez donné, etc. Mais voilà, qu'est-ce qui est vraiment en train de se jouer là entre nous? Encore une fois, je répète, il y a d'abord le respect, ensuite l'amour. Et plus il y a de respect, plus il y a d'amour, plus il y a de respect, plus il y a d'amour, et plus il y a de l'équilibre dans la relation, et plus je reçois de cadeaux. Ça, c'est vraiment évident. Pourquoi plus je reçois de cadeaux? Parce que déjà, à chaque fois, je contribue à construire l'estime de moi, à chaque fois, je contribue à renforcer un lien. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se crée, qui est plus grand que chacun des deux individus dans la relation, et ça crée vraiment quelque chose de magnifique, dans le respect, dans le partage, et qui va petit à petit. Aussi, nous, les hypersensibles, des fois, on aurait tendance à vouloir aller trop vite, peut-être trop vite pour, en tout cas, certainement les neurotypiques, et plus vite aussi que ce qu'on peut gérer. Parce que plus on s'attache à quelqu'un, plus après il y a la peur que la personne s'en aille, etc. Et ça nous fait nous-mêmes flipper, et après on entre nous-mêmes dans des trucs de contrôle, etc. qui fait que nous-mêmes aussi on engendre après de la toxicité dans la relation. Donc vraiment de rester dans cette boucle de respect et d'amour, d'être attentif à l'équilibre dans la relation. Et ça nous permet petit à petit, à notre rythme, et aussi en respectant le rythme de l'autre, de construire quelque chose qui soit vraiment fructueux. Donc, une petite checklist. On force personne à nous aimer, ça c'est clair. Donc, si vous recevez un cadeau empoisonné alors que vous avez donné quelque chose, voilà, dites-vous pas qu'il faut en rajouter. Peut-être c'est le moment de faire un pas en arrière et puis juste de laisser à la personne la liberté d'observer, voilà, qu'est-ce qu'elle va faire. Après, nous, des fois, on a une volonté d'être en relation, mais quelle est la capacité derrière vraiment d'être dans une relation et dans une relation saine? Encore une fois, si on a par exemple, dans un de ces deux modes que je citais tout au début, si on est soit dans le besoin d'isolement, soit dans la dépendance affective, on a peut-être envie d'être en relation avec quelqu'un, mais quelle est notre réelle capacité de l'être? Et même si vous travaillez là-dessus, vous développez votre capacité d'être en relation, mais quelle est la capacité de la personne en face à être dans ce même type de relation que vous êtes entré dans le même type de vibration? Parce que souvent, vous percevez en face que ça ne vient pas, que c'est pas réciproque, etc. Mais plutôt de remettre en question la capacité ou la volonté de la personne en face à être en relation avec vous, vous interprétez ça, ou on interprète, si je puis, ça comme étant oh, je suis pas assez bien, j'ai pas voilà, il faut, je suis trop gros, je suis trop ci, trop ça, trop compliqué, en fait, bref. Non, alors parfois c'est plutôt plus simple que ça. Parfois c'est simplement que voilà, il y a une relation qui se crée quand ça correspond à une volonté des deux, quand ça correspond aussi à une volonté inconsciente. Des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi on est atterri par quelqu'un, pourquoi il y a une relation qui se crée. Et puis voilà,
si jamais ça ne fonctionne pas, c'est que ça devait, de toute façon, ça ne devait pas être là, parce que tout ce qui est doit être, et tout ce qui ne doit pas être n'est pas. Ça, c'est aussi une loi universelle. Hein. Tout ce qui doit arriver arrive, et tout ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas, malgré tous les efforts qu'on fait pour que ça arrive. Donc de dissocier un peu sa volonté ou son envie. Voilà, l'hypersensible a toujours envie d'être en relation, de créer une harmonie, etc., de créer un truc magnifique. Et puis en même temps, il a aussi souvent peur. Donc de juste être un petit peu à l'écoute, de respecter son rythme, et puis d'être à la fois avec soi, dans son ressenti, dans son intuition, puis à la fois dans créer la relation, mais pas soit l'un soit l'autre. Et puis encore une fois, cultiver cette estime de soi. Il y a une vidéo exprès pour ça que j'ai mis sur ma chaîne, qui donne peut-être des clés pour sortir de cette dépendance affective, où on est prêt à tout finalement, à tout accepter pour juste pas être tout seul, pour juste pas. Parfois on veut tellement pas accepter que la relation n'est pas possible ou qu'elle nous convient pas, qu'on est prêt à tout accepter pour que ça continue, juste pour pas perdre, et ça, c'est pas toujours aussi adéquat. Ce qu'on perd jamais, c'est l'amour qu'on a pour quelqu'un, ça c'est clair. Hein. L'amour, il est là pour ça, c'est ma croyance pour l'éternité. Ce qui va être modulé, c'est la relation, au sens de la quantité de temps et d'énergie que vous investissez dans la relation avec quelqu'un. Et ça, c'est important d'être attentif à l'équilibre. Voilà, donc encore une fois, c'est pas parce que, peut-être dire ça aussi pour apporter un peu de sécurité, parce qu'un hypersensible va avoir peur de perdre, évidemment, hein, il ne peut pas s'imaginer qu'il perd quelqu'un, c'est trop horrible pour lui. On ne perd jamais les gens, hein, on ne perd jamais l'amour. Par contre, quand on est dans une relation, dans une dynamique relationnelle qui n'est pas saine, c'est important d'y mettre un terme pour pouvoir avoir une chance de mettre en place une nouvelle dynamique. Mais à aucun moment vous avez besoin de renoncer à l'amour. À aucun moment. Voilà. Au contraire, j'ai envie de dire. C'est en restant focalisé, en portant l'attention sur l'amour qui est entre les deux personnes, indépendamment de la relation, qu'on peut avoir une chance de faire évoluer la relation de quelque chose qui est toxique je parle uniquement de la relation, hein, là, de l'interaction, qui est toxique pour aller vers une interaction qui soit plus saine. Et ça, c'est de la responsabilité des deux. Il n'y a pas un qui est plus responsable que l'autre. C'est pour ça que c'est en équilibre. Mais si vous sentez que vous êtes pris dans quelque chose duquel vous ne pouvez pas sortir, que vous êtes par exemple sous une emprise, dans une dépendance, c'est votre responsabilité de dire « Ok, j'arrête ce type-là d'interaction, c'est pas juste pour moi. Si nécessaire, je me fais aider dans ce processus pour avoir une chance de entrer dans une interaction qui soit positive et qui soit constructive et qui nourrisse l'estime de moi. » Voilà, encore une fois, c'est vraiment quand on est dans l'emprise, dans la dépendance affective, c'est vraiment très difficile de sortir de là tout seul, donc c'est nécessaire de demander de l'aide. Quelqu'un qui nous comprenne et qui comprenne aussi l'hypersensibilité, ça c'est très important parce que pour l'avoir vécu, être suivi par quelqu'un qui ne comprend pas ça, c'est très culpabilisant. Alors, bon, tout ça c'est lié aussi aux deux premiers que j'ai mentionnés, mais c'est très important de réaliser que lorsqu'on n'a pas une relation saine à ses émotions, ça va forcément créer de la souffrance. Donc de revenir à j'écoute, voilà, quel est le message, comment je peux être en paix avec ce qui existe en moi, avec mes sensations corporelles, avec mes émotions, et comment je peux les utiliser pour le meilleur, ça c'est vraiment important. Et là encore une fois, on se fait aider si jamais on s'en sort pas avec tout ça, parce que quand on a mal vécu avec son anxiété, avec ses émotions toute sa vie, ben c'est clair, on ne va pas arriver à arrêter ça d'un jour à l'autre. Et puis aussi, une des choses qui fait le plus souffrir, c'est une incompréhension totale des lois universelles. Voilà, si vous êtes vivant, si votre corps respire, c'est que l'univers en a dessiné ainsi, donc vous avez votre place, ça c'est sûr. Nous, les hypersensibles, on a souvent le sentiment qu'on ne devrait pas être là, qu'on n'est pas né au bon moment, dans la bonne planète. Tout ça, c'est n'importe quoi. Si on est là, c'est qu'il y a une raison. Voilà, on est venu là pour faire quelque chose, pour évoluer. Voilà, il n'y a pas à remettre ça en cause. Maintenant, on souffre, comment on fait pour aller de l'avant? Parce que la loi d'attraction dit que ma propre vibration attire des vibrations d'une même énergie. Donc si je vibre le manque, j'attire le manque. Et ça, c'est très difficile à accepter. En même temps, le jour où j'accepte ça, je reprends mon pouvoir. Voilà, donc c'est-à-dire si je suis persuadée d'être une mauvaise personne qui ne mérite pas l'amour, ben c'est ça comme type de relation que je vais attirer à moi. Si je veux attirer à moi un type de relation qui soit meilleur, je dois travailler sur mon estime de moi et ça c'est ma responsabilité. Voilà,
alors je vais faire du forcing et vous me direz c'est bien facile, lâcher prise, s'il suffisait de dire de lâcher prise pour lâcher prise, ça c'est clair. Mais c'est juste pour que, à un moment donné dans votre esprit, il y ait une graine qui soit plantée, que vraiment, parfois rien faire, c'est l'acte le plus puissant qu'on puisse accomplir. Et je dis pas que lâcher prise c'est rien faire, mais en tout cas c'est se détacher du résultat. Et c'est de laisser les choses se faire et être telles qu'elles doivent être. Et puis encore une fois, il y a des solutions. Voilà, travailler sur l'estime de soi. Il y a une vidéo YouTube rien que pour ça qui s'appelle Hypersensible et fier de l'être. Guérir ses blessures. Voilà, si nécessaire, travailler avec un thérapeute aussi pour ça. Réaliser qu'on a tous notre propre perception du monde, on a tous nos propres valeurs, que de là dépendent les actions de chacun des individus de cette terre, et que chaque individu de cette terre a un niveau de conscience différent. Que c'est aussi le sens qu'on met sur l'action de quelqu'un d'autre. Souvent on interprète, on projette, et c'est ça qui nous fait mal. Donc en essayant de rester neutre, en observant ce qui est, et peut-être en posant les questions quand on n'a pas les réponses, voilà, prenant un petit peu de recul, en cessant de ruminer, c'est aussi comme ça qu'on sort de la souffrance. La méditation. Se concentrer sur voilà, juste observer que on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos sens, mais tout ça voyage en nous, traverse en nous, et qu'on est quelque chose de bien au-delà de tout ça. Juste pour illustrer, voilà, je crois que cette photo parle d'elle-même, ce qui se passe avant et après 10 minutes de méditation, au niveau du calme et de la paix intérieure, je pense que voilà, il n'y a pas photo. Et souvent, voilà, j'entends, oui, mais moi je pense trop, je ne peux pas méditer, mais c'est justement parce que vous pensez trop que vous devez apprendre à méditer, et pour ça, il y a aussi une vidéo spéciale sur YouTube. C'est qu'une technique, il y en aura plein d'autres, mais en tout cas, c'est une technique qui souvent fonctionne bien. De nouveau sur ma chaîne YouTube. Rappelez-vous aussi que les gens, et nous particulièrement les hypersensibles, on fantasme beaucoup sur le succès. Voilà, on voit que la pointe de l'iceberg, mais on ne voit pas que en dessous les gens ont travaillé très dur, on fait beaucoup de sacrifices, ont échoué peut-être plusieurs fois pour en arriver là. Donc voilà, soyez aussi un petit peu plus tolérants avec vous-même et avoir un peu plus de foi que peut-être un échec c'est qu'une étape. Celle-ci aussi, je l'adore. Voilà, la vie facile et ma vie, c'est vraiment n'importe quoi, mais en même temps, je continue quand même d'avancer et je finirai par arriver au point B. Vos idées, vraiment, je suis preneuse. Hein. Si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse des vidéos sur des choses, voilà, j'adore ça quand on interagit. Alors vraiment, voilà, commentez, écrivez-moi un mail, passez-moi un coup de fil. Si vous avez une question, ça me ferait vraiment super, super plaisir. Encore une fois, plus d'infos sur mon site internet, ma chaîne YouTube, ma page Facebook. J'ai même une page Google+, d'ailleurs, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis encore une fois, comme j'ai dit, j'adore Einstein et j'ai eu la chance dernièrement de me faire photographier à son côté. Donc c'était au musée de Charlot qui vient d'ouvrir à Vevey en Suisse, tout près d'où j'habite. Voilà, ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon vous n'en sortirez pas vivant. Merci beaucoup.